Salut Joselito, Ouais, salut Philippe, ça va? qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? T'as rien? Eh ben ça Non, rien, m'arrange. ça t'arrange, tant mieux. Allez, vas-y, je me suis J'ai perdu cette semaine. j'ai un sujet, je te trouve un peu loser sur ce coup-là quand même. Ah ouais, ouais, totalement. Dramatiquement loser. C'est mon, c'est ma semaine déprime. Sinon ça se passe bien les pubs qu'on fait pour vous? Ah, de- depuis combien de temps? En général? En général, j'en sais rien, Philippe. Plutôt, alors, mais Là tout de suite. là, tout de suite maintenant, il n'y a pas de pub, donc ça se passe bien. Il y a tranquille. Je- Alors c'est quoi le livrable que t'as vraiment kiffé là dans ces 3 derniers mois? Le livrable que j'ai vraiment. Et il y en a une tonne. Je les ai présentés en codir, ils Celui, ont celui, celui qui... halluciné. Alors celui que tout le monde a kiffé. Ah, le competitive landscape. Est-ce que j'en ai une plus grosse que celle de mon voisin? Les Alors, portes de la gloire. mesdames Pardon. et messieurs, mesdames et messieurs, vous voyez, un loser. Qu'est-ce qu'il a aimé? Le benchmark. Comment va la pub? Elle tourne même plus. C'est QFD, à la semaine prochaine. Allez, salut. Ça, c'était une bonne semaine. Mon Dieu, mais c'est ça, man. C'est clairement ça. Tu comprends pourquoi je te dis que j'ai rien fait? Parce que quand j'arrive à ce constat-là, c'est les petites semaines où je déprime et je me dis, ouais, c'est bon. Laisse passer, c'est pas grave. Je regardais J'ai. Oussama ce midi, Oussama et Ouais. Gambato. Toujours regarder Ouf. Oussama avant de faire un podcast. Je me trouve un peu mou d'habitude. J'ai dit, tiens, je vais mater du Oussama. Gambato Il est en fait. Turquie en ce Ah, moment. je m'inspire que des Américains. Puisque quand je les vois, j'ai l'impression que je suis à 5% de ce qu'ils font, mais en France, on me trouve bon. Oussama, il fait, Hmm. putain, moi c'est pareil, je suis à 2% de ce qu'ils font. Du coup, Oussama, il fait, Ah ouais. Gambato lui dit, ah bon, bah je suis à 1. Bon, de fait. Et on a la même discussion, toi et moi, régulièrement. Tu reviens, tu me dis, arrête, t'en donnes trop, t'en fais trop, c'est trop compliqué, c'est trop avancé, da, da, da. Et à chaque fois, je te dis, putain, on n'est pas à 5% des gens que je suis depuis des années et des années. Ça m'agace. Mais on est nul, alors on est nul. Ou peut-être qu'on n'est pas nul, je ne sais pas. Bon, tout ça pour dire pourquoi les gens aiment les benchmarks, et ça c'est vrai aussi aux États-Unis, faut pas déconner. Oui, oui, oui. Pourquoi les gens aiment les benchmarks? Mais c'est anthropologique, mon bon Joselito, c'est anthropologique. Alors, il y a un truc qui m'obsède presque, puisqu'on parle d'Oussama. Ça fait des années que je l'entends dire benchmark is for loser, tout ça. J'ai dit, tiens, on va revenir là-dessus. On a souvent eu ce débat. Hmm. Alors, faut dire que ouais, tiens, voilà. Mon meilleur article ces temps-ci, c'est quand même celui-là, hein, Ah, excellent, excellent. Oh, du c'était rigolo benchmark. en plus celui-là. On y revient, on y revient. Alors, benchmark is for loser, ça m'a. Ouais. Je suis comme tout le monde, j'aime bien savoir un petit peu, un petit peu. Alors j'ai essayé de chercher. Oussama dit toujours ne nous citez pas, vous voyez. Je viens de citer Oussama en disant qu'il dit de pas le citer. La tête à claque. Donc ne me citez pas. Mais Oussama dit toujours benchmark is for loser et ça m'intrigue. Et donc j'avais voulu chercher d'où ça venait. Parce que moi j'aime bien citer, je suis plus Nicolas qu'Oussama sur ce coup-là. J'aime bien comprendre le chemin des idées, tu vois, d'où elles viennent et qu'est-ce qu'elles veulent vraiment dire et quels impacts elles ont au fil du temps, etc. Donc j'ai creusé un petit peu, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc on a benchmark. Alors déjà en anglais on dirait pas ça, on dirait benchmarking is for loser plutôt que benchmarks qui mériterait un S il me semble, are for losers. Donc ça c'est un texte de The Family, plutôt Lyon, donc leur formation d'employés. Je crois qu'ils avaient un poster dans leur bureau depuis encore quelques années avant ça. Euh, et eux là je vois qu'ils l'ont connecté à une histoire qu'Oussama raconte souvent qui est celle du coureur qui a passé la barre des 10 secondes, alors que tout le monde le pensait impossible, ce qui n'était pas vraiment le cas, mais bon, c'est pas grave. Et rien que ce petit texte m'a un petit peu interpellé parce que il te dit, bah regarde, faut pas benchmarker parce que tu sais pas jusqu'où on peut aller. Et si tu te benchmarks, tu te dis, ok, je peux aller jusque là et je m'arrête là. Et qu'est-ce qu'il te dit juste après? C'est qu'une fois que le mec l'a fait, tout le monde s'est mis à le faire. Hmm. Hmm. Donc le Ouais. benchmark a quand même élevé les ambitions de tout le monde. Alors certes, c'est malheureux que les ambitions de tout le monde étaient brimées par cette vision du benchmark. D'un autre côté, bah, on voit aussi que le benchmark peut être aspirationnel. Et c'est vrai que quand je vois des gens 100 fois meilleurs que moi, je me dis, bah, ok, je vais essayer déjà de faire 1 x 10. Bah, en fait, c'est pas le benchmark. C'est toujours, c'est comme le flingue. Hein. C'est pas le flingue qui est dangereux, c'est lui qui le tient. C'est pas le benchmark qui est dangereux, c'est l'usage qu'on en fait qui est un risque. Finalement, si tu dis je vais me benchmarker pour détecter qui sont les meilleurs de ma catégorie pour les dépasser ou au moins les atteindre, c'est une chose, non?
Tu penses pas que c'est plus cette approche-là qui fait défaut? C'est sûr. Alors après, J'en sais en effet, rien, c'est hein, toujours l'humain et pas l'outil. N'empêche que pour manipuler de la dynamite, il faut faire plus attention que pour manipuler de la chantilly, tu vois. Même si la dynamite a aussi Quoique. apporté Ah non. beaucoup de... Ah non, ce week-end, j'ai une bombe à chantilly qui m'a pété à la gueule. Non, non, je confirme. C'est pas de la dynamite. C'est pas de la dynamite, mais quand même. Non, mais en fait, j'entends ce que tu dis, Philippe. Là, c'est de se dire, je me projette dans le CODIR où j'ai présenté plein d'outils, plein de choses qu'on a pu faire. Et puis, il y a ce competitive landscape qui arrête en disant, OK, dans ce contexte-là, c'est intéressant de permettre à un client de se situer dans un écosystème en lui disant, tu es dans cet écosystème, bah, voilà où tu peux aller, voilà pourquoi lui il est premier, voilà pourquoi il est dernier, etc. etc. Mais c'est sûr que si c'est juste une compète de quéquettes, ça présente un intérêt relativement... D'autant que nous, le benchmark, on peut toujours le prendre sous n'importe quel angle, c'est toujours utile, parce que regarde, lui, il est meilleur que toi, t'as envie de faire mieux, et puis regarde, il est mauvais, c'est le moment d'enfoncer le clou. Donc à la fin, t'as pas appris grand-chose. Parce que si tu fais un benchmark pour te dire « Ah ouais, mais t'as vu, lui, il est tellement loin, on n'y arrivera jamais, ça sert à rien qu'on y aille. » Bon, bah... C'était juste un outil pour justifier tes peurs, j'en sais rien. Enfin, En SEO, c'est utile d'avoir ça quand même parce que ça permet d'éviter de se lancer dans des directions où il n'y a pas d'opportunité à notre force de frappe actuelle. C'est là que le benchmark peut être utile, c'est un peu stratégique. Donc pas tant pour les startups. Alors c'est vrai qu'Oussama parle surtout pour les startups, essentiellement pour les startups. Donc évidemment que voilà, tu es une startup, tu pars de zéro, tu n'es rien, tu as le champ des possibles devant toi, tu n'as rien à perdre. Évidemment que t'es pas là pour te comparer, t'as rien à comparer. Après, c'est sûr que tu es une PME, tu es déjà des parts de marché, tu as déjà du cash flow, tu as déjà de la trésor, tu as déjà du capital, tu as de quoi investir. Ouais, là, tu dois réfléchir stratégie 2 minutes et où et quand j'alloue mes ressources, la stratégie devient utile. Et la stratégie passe aussi par comprendre où sont les autres, à quoi ressemble l'environnement, quoi. Ce matin, j'étais avec un prospect. Le gars m'explique pendant, je le laisse parler 20 minutes, 30 minutes, bla 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 bla. Et puis il me dit, je vais mettre mon produit à 14,90 par mois. Et je lui dis, mais il me dit, j'ai un problème de pricing. Je dis, ouais, si tu le dis, ouais, c'est un problème de pricing. Sinon, on ne serait pas en train de parler. Ok, tu le mettras à combien? Je dis, bah, moi, je le mettrai à 690 € par mois. Hein, tu déconnes, pourquoi tu ferais ça en fait? Je sais pas. Tu me dis que tu l'as proposé à 29 €, on t'a dit que c'était cher, alors tu mets à 14,90. D'accord. Mais moi, je te dis, va voir des gens qui sont prêts à t'acheter ton truc 690 € par mois. Ah, mais il y en a? Ouais, je suis sûr qu'il y en a. Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il y en a assez? Et là, je dis, je sais pas, tu veux un client à 1 million d'euros ou 1 million de clients à 1 euro? Et là, ok. Et là, il me dit, oui, mais tu sais, sur le marché, il y a machin, il y a de lui-même, hein, il me dit, tu sais, sur le marché, il y a un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. D'accord, super. Mais en fait, moi, je ne fais pas comme eux. Hein. Ce que je propose, ce n'est pas la même chose. D'accord. Est-ce que ça répond au même job to be done? Ben ouais, Philippe, tu te doutes bien. Donc, je l'emmène là-dessus et il commence à me dire, ah ben non, ah ben t'as raison, ah ben machin. Et il me dit, ça va faire parce qu'il me dit, je crois que je suis le seul au monde à faire ce que je fais. D'accord. Bon, ben, je me suis trompé. Mets-le à 6 900 € par mois, en fait, si tu es le seul au monde, mec. Et je lui dis, qu'est-ce que ça te coûte, en fait, qu'il y a un type qui... Je fais, mais s'il y en a un qui te l'achète, t'es tranquille, on n'en parle plus. Et il y en aura peut-être un deuxième. Puis en plus, enfin bref, je pars dans mon délire. Il était tout perturbé. Donc, le gars, il a fait un benchmark. Et c'est le problème. Mais je l'ai moi aussi. Hein, si à force de bosser avec toi, j'essaye de corriger mes biais là, mentaux, mes travers. Mais si tu ne fais pas cet exercice, tu arrives à des espèces, tu prends un benchmark et tu arrives à une conclusion erronée. Un benchmark, ça apporte pas de conclusion, c'est une info comme une autre. Mais sauf que c'est pris comme tel. Non, c'est simplement un point de référence et c'est le sens même du mot benchmark. Benchmark, c'est le niveau que tu atteins au banc d'essai. Un bench, c'est le banc, donc c'est la marque au banc d'essai, tu vois. Tu mets ta voiture sur le banc d'essai, tu roules à fond, et hop, et puis tu vois jusqu'où tu as pu monter ton aiguille.
ce qui me fait penser à un ancien client d'ailleurs qui a un banc d'essai à côté de son e-commerce. Mais ceci est pour une prochaine fois. Bon, alors, c'est quoi l'alternative au benchmark? Alors, juste Benchmark is for Losers, j'ai essayé de trouver donc, d'où ça venait. Donc, j'avais trouvé ça vient de The Family. J'ai pas trouvé grand-chose d'autre, 2-3 articles avec des arguments plus ou moins intéressants dans un sens ou dans l'autre, dont un qui est assez vieux, 2007. Donc, ça vient pas. On a cru que ça venait de Stats are for Losers, qui a été prononcé en 2009 par un coach de football américain. D'ailleurs, le coureur qui a battu les 100 mètres était aussi au football américain après. Et le gars a dit on commençait à lui faire des vannes sur. Enfin, les équipes adverses critiquaient ses joueurs parce que les stats individuelles d'un de ses bons joueurs étaient un peu pourris sur le dernier match et tout. Lui a dit bon, on s'en fout des stats, les gars, en attendant. Les stats, c'est pour ceux qui perdent et les mecs qui gagnent, ils regardent le score à la fin. Et en l'occurrence, c'est nous qui gagnons les matchs. Bon, donc on a cru que ça venait de là. Alors il est possible, apparemment ça se disait aussi en baseball, ça se disait aussi en football américain, probablement avant qu'il balance ça en 2009. Donc on va dire que le benchmark is for loser vient probablement du sport, ou pas, on ne saura pas. Peu de traces sur Internet. Voilà l'historique de... Course à pied au Kenya. Je me souviens, pardon, je le fais en temps réel, mais je me souviens d'un reportage... le mec se benchmarkait contre les lions. Non, laisse tomber. C'était un reportage sur un coach au Kenya dans un blédard qui a formé les plus grands coureurs, etc., etc. Tu te demandes, mais ils arrivent tous du même bled. Et le coach, c'est un papy, etc. Et il parle de ça. C'est pour ça que j'ai pas le truc exact. Il a un chrono, il n'a pas de chrono du coup. Mais le gars, rien, il n'a pas de chrono. Il n'a rien du tout. Comment il est fait aller plus vite? Là, il les regarde, etc. Il leur explique, il leur donne des détails. Il dit, toi, là, regarde ton pied, ta posture, ton machin. Okay, et il les motive. Dans le geste. Le geste et la motivation. Il a un truc, la motivation. Et en gros, il leur dit, j'ai plus en tête exactement, je l'ai regardé il y a longtemps, mais en gros, il leur dit, regardez, on vient peut-être d'un village, il n'y a rien autour de nous, mais les plus grands champions, ils viennent tous d'ici. Et c'est... Il perpétue une espèce de dynamique, mais il a rien. Je ne sais pas s'il mesure avec des bouts de bois. Ils ont la génétique et l'anoxie, quoi. Et alors, du coup, c'est excellent ce que tu viens de me dire, parce que j'allais dire quelle est l'alternative au benchmark. Et donc, ce que propose toujours Oussama, c'est Excelsior, il dit. Alors, c'était pas le slogan de la Légion romaine, c'était celui de New York et de Stanley, pour les amateurs dont je ne suis pas. Donc, Excelsior, c'est le mot latin pour un peu mieux tous les jours. Et donc, voilà, tu te benchmark avec ta veille, et d'où les scorecards hebdomadaires. Est-ce que j'ai fait mieux que la semaine précédente? Et c'est comme ça qu'on encourage les startups à s'auto-évaluer dans le monde startup. C'est des statistiques chaque semaine, et si tu t'améliores ne serait-ce qu'1% chaque semaine, on va pas refaire des exponentiels aujourd'hui, mais c'est là que tu trouves des exponentiels, des intérêts composés. Tu vas payer un crédit bientôt, c'est pas des intérêts composés. J'ai fait un webinar ce matin sur exactement Arnaud Pelletier, mais mot à mot, on colle les deux, ça match, a dit si tu fais 1% toutes les semaines. Oui, c'est bien connu, mais tout le monde n'a pas l'habitude de penser comme ça. L'histoire de manger un éléphant. Il me parlait des Américains qui ont cette expression de il faut manger un éléphant, et mangeant un tout petit bout plutôt que d'essayer de manger tout l'éléphant. Alors, c'est pas la même chose. Manger plein de petits bouts à la fois, c'est une chose, c'est le chunking, mais progresser d'1% par jour, c'est complètement autre chose, parce que le pourcent s'applique sur un chiffre qui a déjà augmenté d'1% la veille. Et c'est là que tu as une exponentielle. Donc, on sortira les courbes de Covid un peu plus tard. Donc Excelsior, faites un peu mieux chaque jour, qui est l'alternative peut-être au benchmark, une des meilleures. Un autre problème avec les benchmarks, donc là on a été un peu sur l'aspect psychologique. D'un côté, c'est encourageant, tu t'es dit les gens font bien, donc je peux faire mieux, donc tu as peut-être besoin d'être inspiré, donc vive le benchmark pour ça. Par contre, le benchmark te dit pas que tu peux faire 10 fois mieux que les autres. Et les mecs qui font 10 fois mieux que les autres, à un moment, c'est qu'ils ont pété tous les benchmarks. Et comment tu pètes tous les benchmarks? En faisant mieux que toi-même. Donc il y a une autre alternative, il y a l'Excelsior, c'est toujours mieux, il y en a une autre, c'est le principe premier, donc c'est un principe philosophique, typiquement Descartes, je pense donc je suis. C'est ce qu'applique Elon Musk. Quand Elon Musk décide de se lancer dans un truc, c'est pas pour faire une voiture un peu mieux tous les jours, non, c'est pas comme ça, c'est du Kaizen, lui il fait pas ça, il fait du principe premier, l'exemple de la fusée est mieux connu, est tellement plus clair, c'est pourquoi la fusée est aussi chère. Est-ce que je vais faire une fusée 1% moins chère tous les jours? Non, il n'a pas fait ça. Il est reparti de zéro. Il a dit voilà les matériaux de la fusée. La fusée, c'est en prix 99,5% du prix, c'est la fusée, et 0,5% c'est le carburant. Par contre, en poids, c'est 80% c'est le carburant et 20% c'est la fusée.
Je vous laisse visualiser. Donc il s'est dit, ok, je vais prendre tous les matériaux qu'il y a dans une fusée, je vais aller voir le prix du matériau au kilo, et puis je vais voir combien une fusée ça devrait coûter. Et il a trouvé que le multiple était, je sais pas, de 5000, alors que pour une voiture c'est 20, entre le prix des matériaux et le prix du produit fini. Tu vois. Donc ça c'est du principe premier, donc il n'a pas regardé combien faisaient les autres, il n'a pas non plus fait Excelsior 1% moins cher tous les mois, non, il a dit voilà combien ça devrait coûter selon les limites théoriques, physiques, absolues de l'univers dans lequel on est, et si je reconstruis à partir de ça, donc comme Descartes, qu'est-ce que je peux faire comme fusée, et voilà, il a sa fusée qui est non pas 4000 mais 10 fois moins chère que les autres, et qui en plus atterrit, ce qui permet de récupérer les 80% de fusée et de ne payer que les 20% de carburant. Donc une autre alternative au benchmark, le first principle, le principe premier, qui nous vient de la philosophie et de la physique. D'accord. Un autre problème du benchmark, c'est quoi? C'est les moyennes. Le problème du benchmark, c'est qu'on te dit, ok, alors voilà, prenons mon super article, ou l'autre sur le e-commerce qui est là. Ok, mon taux de téléchargement de livre blanc, il est de 19%, c'est bien, c'est pas bien. Ok, quel est le taux de téléchargement d'un livre blanc B2B? Mais mieux que ça, tu vas trouver des articles qui te disent quels sont les taux de conversion B2B. Mais taux de conversion de quoi? Pour vendre des contrats à 100 000 balles ou pour télécharger des livres blancs? Premièrement, t'as pas l'offre. Ouais. Deuxièmement, quel business? On parle de quoi là? Du conseil en marketing, on parle du conseil en ponts et chaussées, on parle d'expertise actuariale. De quoi on parle? On ne sait pas, c'est des moyennes. Alors, dans le meilleur des cas, tu as une segmentation business service d'un côté et puis business consulting de l'autre. Ouais, super. Et enfin, tu as une moyenne, au-delà d'avoir la moyenne non segmentée, tu as aussi une moyenne non distribuée. C'est-à-dire qu'on te dit, c'est 10% en moyenne. Mais tu connais le dicton, si Bill Gates s'assoit dans ton wagon de métro, vous êtes tous millionnaires jusqu'à ce qu'il ressorte du wagon. En moyenne. Donc la moyenne n'est pas la situation de la majorité des individus. Elle peut même être la situation d'aucun individu. S'il n'y a que des smicards et un Bill Gates, il n'y a personne qui est millionnaire. Il y a juste un milliardaire et 100 smicards. Et pourtant, tu as une moyenne millionnaire. Millionnaire. Ouais, mais ça, c'est un... Et vous taperez ergodicité dans Google, bon courage. C'est à la mode en ce moment. Donc, la façon de traiter ça, c'est ce qu'on appelle une distribution. Donc, quitte à benchmarker, au moins regardez des benchmarks distribués. Ne regardez pas des benchmarks en moyenne. Ce qui compte, c'est pas la moyenne, ça va être une distribution, éventuellement des quartiles comme ça, ou des centiles. Bon, là, on a des centiles groupés par bloc par quartier, donc non, même pas. Ouais, c'est bizarre. C'est juste bizarre. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. 4 centiles au hasard. Non, c'est un quart et 90. Donc voilà, regardez les courbes de distribution et comprenez comment c'est organisé. Donc la moyenne, elle n'est pas indiquée là, mais mettons que ta moyenne est ici. Ça ne correspond pas à la médiane qui est là, quoi. Je ne sais pas où est la moyenne, hein, je ne suis pas très fort en stats. Donc ouais, regardez des distributions parce que ça c'est vraiment un problème des benchmarks qu'on donne. On ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas des offres dont on parle, enfin, pour là les taux de conversion, et on ne sait pas comment c'est distribué. Et enfin, on n'a aucune idée des facteurs non plus, donc on ne peut pas en tirer trop de conclusions, quoi. Surtout que là, en plus, c'était... ça me fait rire. Ça me fait rire parce que c'était un client et la question était « Ouais, putain, mon taux de téléchargement, il est tant. C'est bien ou c'est pas bien ?» Je t'en ai parlé, on en a discuté et tu m'as dit... Au passage, c'est bien. Tu m'as dit... Je dis, putain, il a rien trouvé. Il me dit, comment ça, il a rien trouvé? Je me souviens parce que tu m'as dit, comment ça, il a rien trouvé? Je sais pas, il me dit qu'il a cherché, qu'il n'a pas trouvé. Et toi, tu es arrivé 2 minutes après en me disant, bah regarde, il y a ça, 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 il y a ça. Sauf que finalement, à quoi ça servait? Et le marketing est un processus par un événement comme le succès. Résultat des courses, à quoi ça a servi? C'est que réunion de codir, le client avait besoin d'aller présenter un chiffre qu'il avait entre les mains, donc son 17%. Mais 19. Il s'attendait bien à ce qu'on lui dise, ou 19, il s'attendait à ce qu'on lui dise, c'est bien ou c'est pas bien? Bon, alors, soit tu as la version Joselito qui en a à peu près rien à foutre et qui dit, bah c'est bien. Tant que tu n'as pas quelqu'un dans la salle pour te dire, c'est pas bien, bah dis que c'est bien, comme ça tu n'es pas emmerdé, tu passes à autre chose. Et donc lui, quand même, avant de se prendre un scud en disant c'est bien, quelqu'un lui dise non, c'est moyen. Mais je pense que le mec en face n'avait pas non plus d'éléments. Hein. Tu sais, c'était une espèce de croyance contre croyance. Alors, il faut se méfier parce que le mec n'a pas d'éléments en face, c'est le plus dangereux. Parce qu'il va aller chercher sur Google, il va dire excusez-moi, merci, j'ai vu sur Google que c'était plutôt 20% la moyenne. Hein, donc voilà. Pourquoi on est nul? Il est rentré dans cette espèce de délire. Seulement,
je suis certain, je suis prêt à prendre un pari là-dessus, qu'après sa réunion, tout le monde a oublié le débat, on est passé à autre chose, on a fait un nouveau livre blanc, on a lancé un nouveau livre blanc, on a obtenu peut-être 19, 18 ou 20%, je ne sais pas combien, il ne sait toujours pas si c'est bien. Alors, ce qui est très bien, ça c'est très utile par contre pour un consultant, parce que le gars vient te voir à chaque fois qu'il fait un livre blanc, et à chaque fois, il te paye pour que tu lui dises « Si, franchement, c'est bien. Non, c'est bien, il n'y a pas à dire. » Et Alors, on a Data Driven Tempo rien. pour ça, si vous y tenez, Ouais, qui vous permettra de faire de l'Excelsior un peu plus. Et Philippe, d'ailleurs, j'ai eu le cas où on m'a dit les- non, mais 35%, putain, José Lito, c'est super bien. Ok. Mais là, tu t'adresses à tes clients. Ouais, et alors si tu parles à tes clients qui te connaissent bien et tout, tu devrais être plutôt à 80%. Je comprends pas, José Lito. Je sais pas, quand tu parles à tes gosses, ils t'appellent monsieur ou ils t'appellent papa? Il m'appelle papa. Ouais, bon, tu vois. Bah là, en fait, 30%, imagine que. Voilà, un autre problème de segmentation, on ne sait pas si on Tu parle vois, à on quel sait type de pas de quoi on trafic on parle. parle. Alors ça, je l'avais pas dit, mais c'est dans l'article aussi, on ne sait pas de quel trafic on parle. Donc j'ai des gens qui arrivent sur cet article qui cherchent conversion du SEO versus conversion des emails, etc. Mais mieux que ça, est-ce que c'est conversion des gens qui te connaissent depuis un an, des conversions des gens qui te connaissent depuis 10 ans? C'est pas pareil. J'ai une cliente, elle a 70 000 emails. Dans le tas, elle a des clients qui sont là depuis 20 ans. Et dans Le, l'autre, elle le, a le, des mecs qu'elle a inscrits via une campagne SEA la semaine dernière. le benchmark est quand même un bon moyen. Non, il faut le dire, c'est important. C'est un excellent moyen d'éviter de se poser les bonnes questions. S'il a un C'est super avantage, utile. c'est celui-là. Je vais vous dire un truc. Dans le monde des startups, les investisseurs, ils regardent une chose, c'est les métriques d'une semaine sur l'autre, ou d'un mois sur l'autre, sur des cycles plus longs. Et c'est tout. Et c'est pour ça qu'ils font des cohortes. Tu vas chercher la croissance rapide, l'hypercroissance, tu n'as pas le choix. Il faut que tu regardes la croissance par rapport à toi-même. La croissance, c'est par rapport à toi-même. C'est Ouais. pas en pourcentage des autres. Alors oui, il y a les pourcentages de parts de marché, mais c'est un autre jeu. Le gars, moi, ce matin, quand je lui dis 600, 6000, j'en ai aucune idée de ce que je lui raconte, en fait. Je lui dis Oui, juste. on a vu. Ouais, mais parce que je lui dis juste, tu sais quoi, prends un point de départ, demande-toi qui est prêt à payer ce prix-là, va taper dedans, parle avec eux et vends-en. Commence par les vendre. Voilà, commence par les vendre. Et puis après, c'est ce que. Mais on s'en parle tout le temps, Philippe. C'est-à-dire, t'en as vendu combien cette semaine? 0, 0, Alors 0, j'ai puis un refait jour 1, le. 2, 3. Puis ça y est, c'est J'ai refait les parti. tarifs SEO ce matin d'ailleurs, si tu peux aller m'en vendre quelques-uns. J'ai vu passer, j'ai pas eu le temps de creuser, mais bien sûr, ça fait Creuse partie pas de ce avant. que tu dis en fait. C'est prends l'habitude. Moi, je préfère la notion de. Alors, le principe premier, ça va, je m'en fous, je suis trop vieux, je passe mon tour. Mais Excelsior me va bien. Excelsior me va bien. Non, je suis trop feignant intellectuellement. Le principe premier, C'est c'est pas pas moi. dur. Mais Parfois, des fois c'est dur, mais c'est pas toujours ouais, dur. un peu. Mais n'oublie pas que je Franchement, il suis. y a des exemples de principes premiers, il y a des problèmes que tu peux résoudre Oui. avec le principe premier. C'est utile dans des cas où ça a jamais été fait. Pourquoi il a pas fait la fusée 1% moins cher tous les jours? Non, tu peux pas faire ça. Mais Voilà. là, toi, par exemple, tu es sur des modèles de distribution de café un peu. Attends, je Il reçois n'y a, rien de il y a rien de nouveau sous le soleil. Donc Excelsior me va très bien. Et d'ailleurs, quand je dis j'ai rien foutu cette semaine, en attendant depuis le mois de septembre chez mon client qui vend du café, Tu te l'améliorer euh, toutes les semaines. tout le temps, tout le temps. Et là, avant qu'on fasse le podcast, je disais, tu vois, il y a des problèmes dans toutes les boîtes, dans tous les business, tu as tout le temps des problèmes partout. Et je me J'adore les souviens, problèmes. ben ouais, déconne pas, j'ai un truc de Stéphane Callot pendant que je regarde mon téléphone, mais je, Ah, c'est lui qui vient de nous spammer là. J'ai je entendu, ouais. disais, avant, je me focusais sur les problèmes, j'étais tout le temps en train de dire, ouais, mais t'as vu, il y a ça, 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 il y a ça. Excelsior, c'est aussi de se dire, et avant qu'on commence, j'en parle avec Morgane, il me dit, ça va, t'as la banane? Je fais, ouais, moi, tu sais, je regarde vue d'ensemble de l'e-commerce, et juste que, versus l'année dernière, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux regarder tous les benchmarks, ça monte, ça progresse, d'une année Mhm. sur l'autre, d'une semaine sur l'autre. Oui, C'est et tout regarde, ce si qui tu avais m'intéresse. benchmarké pendant un an cette boîte qui n'a pas du tout pris en main son e-commerce, tu fais quoi? Tu regardes le concurrent qui est 1000 fois plus gros? Super, bonjour le benchmark, très utile. Ça te dit quoi? Ça te dit que tu peux être 1000 fois plus gros en France? Ouais, Ah ok. ouais? Ouais, Bah mais ouais, regarde, super. le temps que tu sois 1000 fois plus gros, le marché aura peut-être quadruplé le volume, qu'est-ce que t'en sais?
C'est ça, Philippe. Tu vois, je crois que Et c'est peut-être que ça. tu auras disrupté Nespresso. Nespresso aura été divisé par 4 et aura été rebouffé par le grain. Tu sais pas, tu peux pas savoir. Et pendant que tu es en train de regarder ça, tu as perdu du regard l'amélioration de ce que toi t'avais créé, peut-être avec un principe premier d'ailleurs. Enfin bon, bref. Mais pourquoi les gens se benchmark? Alors, on était parti, on parlait d'anthropologie au tout début du call. Oui. J'étais parti pour t'amener l'auteur préféré de Peter Thiel, dont on a déjà parlé d'ailleurs il y a quelques mois cet été en podcast book club. T'étais pas là. Quand t'es en vacances, je fais des book clubs. D'ailleurs, si quelqu'un nous regarde veut faire un book club, dites-moi. Vas-y. Donc, Comme il ça, je s'appelle pourrais partir en René vacances. Girard. Il est Faites des mort. book clubs, que je parte en vacances. Pas en vacances, qu'on fasse des book clubs. René Girard est mort. Avant d'être mort, il nous a sorti 2 théories assez ouf. Une sur le sacrifice, qui nous intéressera pas aujourd'hui, mais plutôt quand tu te feras virer enfin de... Bref, de tes codires là. Et une autre sur le désir mimétique. Donc j'ai découvert assez récemment, donc je suis encore en train de faire le perroquet. Hein. Donc le désir mimétique, c'est-à-dire l'humain ne sait pas ce qu'il désire. Quand tu sais pas ce que tu désires, qu'est-ce qui te reste? C'est regarder ce que les autres désirent et désirer ce que les autres désirent. Ok, je te suis. Donc ça crée de la culture, c'est-à-dire que le désir du coup devient culturel puisque tout le monde désire ce que désirent les autres. Il y a un petit côté auto-entretien. Ouais. Et là on s'éloigne du mimétisme et on rentre dans la mémétique. Je viens de finir le gène égoïste. Alors tu vois, ça se touche, mémétique et mimétique. Alors ça c'est une chose. Et l'autre corollaire de ça, c'est si tout le monde désire ce que les autres désirent, nécessairement il y a rivalité. Vas-y, parce que là, vas-y. Là, je suis hyper. Je me dis, mais où on va tomber? On va tomber. Il y avait la minute Wikipédia, et là, maintenant, il y a du best jump dans ce webinaire. J'ai décidé de monter d'un cran. Alors, pourquoi c'est l'auteur préféré de Peter Thiel? Quelle influence sur Peter Thiel? Peter Thiel, qui est ex-collègue, ami mafia de Elon Musk, pour le coup. Donc, où le principe premier rejoint le Monopole et René Girard. Donc Peter Thiel a beaucoup lu René Girard, on dira qu'il a bien lu ou mal lu, chacun se fera son opinion. Il l'a lu. Il l'a lu, il en a dérivé des théories business, et alors un autre truc qu'Oussama a beaucoup répété, c'est ça. Ça c'est Peter Thiel, répété par Paul Graham et Dixon. Pourquoi les startups doivent faire des bonnes idées qui ressemblent à des mauvaises idées? Précise. Oussama dit tout le temps, les bonnes startups, c'est les bonnes idées qui ressemblent à des mauvaises idées. Les bonnes startups... Attends, fais le ralenti, moi je suis vieux. T'as un diagramme de veine là, tu sais pas lire un diagramme de veine? Je vois Quetch en bas et j'ai rendez-vous avec lui. Je le savais. J'ai rendez-vous avec lui jeudi, demain, donc mon cerveau il part. Good ideas seems like a bad idea. Et le sweet spot, c'est là, c'est les bonnes idées qui ressemblent à des mauvaises idées. Exactement. Okay. Oussama, souvent les gens lui demandent oui, mais si moi je parle aux gens pour leur vendre mon truc qui est pas fini, on va me le voler. D'ailleurs, on m'a déjà volé ma dernière bonne idée. Je fais bah oui, parce que c'est évident que c'est une bonne idée ton truc. Donc, et le mec il fait mais comment je protège mes idées? Tu peux pas. La seule protection, c'est que ça ait pas l'air d'une bonne idée. C'est bon ça. Et alors pourquoi Peter Thiel parle de ça? Et Peter Thiel te dit ok, donc il faut arrêter le conflit mimétique, c'est-à-dire le conflit qui est issu de la rivalité parce que tout le monde désire la même chose. Et c'est exactement ce que crée le benchmark. Le benchmark crée, tout le monde se regarde, tout le monde veut faire aussi bien, sur les mêmes métriques, pour les mêmes objectifs, en vendant les mêmes choses, etc. etc., etc. Et Peter Thiel te dit, mais la bonne situation, c'est quand il n'y a plus de conflit, c'est quand il y a de l'harmonie, chacun fait son truc et le fait en mode Excelsior, c'est-à-dire mieux que les autres. Google est en monopole parce qu'ils font mieux que tout le monde un truc, c'est leur truc. Et tu as cette harmonie. La fonction recherche aujourd'hui, c'est Google. Donc on a cette harmonie. Tant que Google est le meilleur, Google sera en monopole. Et ce monopole est bénéfique. C'est un monopole bénéfique, d'après Peter Thiel. Il ne faut jamais dire Google avec... avec un Android à côté de soi. Ne pas prononcer le nom de l'autre, qui va s'allumer aussi. Non, donc arrête. Donc le monopole est salutaire de ce point de vue pour Peter Thiel. Et c'est là aussi qu'il a sorti cette idée, ce diagramme, qui a donc été repris par YC, puis par Oussama.
qui est, ok, comment aller chercher de la non-concurrence. C'est un peu l'idée de l'océan bleu aussi. Arrêtons de nous... Ouais. Albert Jacquard, même si tu veux, arrêtons la bagarre, faisons quelque chose que les autres ne font pas et faisons-le de notre mieux. Euh, et arrêtons donc. Et pareil, le principe premier t'aide à trouver ça. De nouveau, hein, Elon Musk, Peter Thiel, ils ont fait du biz ensemble, ils ont fait PayPal ensemble. Euh, et d'autres qui sont cachés, qui étaient avec eux, s'appellent la PayPal Mafia, cherchez. Et donc, ouais, pourquoi le principe premier t'aide à trouver un truc. Personne n'a essayé de faire atterrir sa fusée avant que SpaceX l'ait fait. Personne ne savait qu'il voulait une fusée réutilisable. Tout le monde disait stupide, ça ne sera pas rentable. J'ai des copies d'écran, j'ai 10 ans de copies d'écran sur SpaceX, hein, et je continue, donc je sais pas quand je ferai la compile, mais ça va être drôle. Et donc tout le monde tourne en rond comme ça, et lui il est là, il te dit non, mais moi je fais mes calculs. Personne ne veut aller sur Mars, mais moi j'ai envie d'y aller parce que je pense que c'est bien, parce que ABCD. Et puis pour aller sur Mars, il faut que ce soit pas cher. Et puis pour que ce soit pas cher, j'ai fait mes calculs, faut faire comme ça. Ça vous intéresse pas, ça a l'air d'une mauvaise idée. Moi je pense que c'est une bonne idée, on verra. Et il a dit j'ai une chance sur 10 de succès, mais c'est pas grave. J'ai 400 millions, qu'est-ce que j'en ai à foutre s'il m'en reste que 10. Donc voilà, il a mis ses 400 Ouais. millions. Enfin, il a mis la moitié sur Tesla, et voilà. Et voilà, donc, et puis SpaceX aura son monopole de l'accès à l'espace peut-être dans 50 ans, on ne sait pas. Ou dans 20, ça va quand même assez vite. D'accord. Alors, la rivalité mimétique, doit-on l'éviter Ah, en évitant les benchmarks, en ayant des bonnes idées qui ont l'air mauvaises, et en partant du principe euh, premier. je crois que, ouais, je crois que la notion de benchmark finalement. Mais quelque part, mais attends, parce que tu sais, il faut que j'atterrisse. Après ça, tu me fais partir tout. Ouais, la fusée Larcher décolle et atterrit. Résultat des courses, si j'atterris, je me dis, mais tout ce qu'on se dit là, école de commerce, sauf HEC, ça parle que de benchmark. Enfin, j'en sais rien, je suis jamais allé dans une école de commerce, donc je m'en bats un peu Moi les j'étais steaks, en mais IAE, c'est pas tout à fait pareil, mais on n'a pas parlé de benchmark. Mais c'est c'est vrai vrai. qu'en école de gestion, en gestion, on parle. Alors, Ah, c'est un institut d'administration, mais je faisais autre chose. Je faisais plutôt de la sémio, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que quand tu fais de la pure gestion d'entreprise, tu parles énormément de ratios. Tu fais un billet, tu parles énormément de ratios. ouais, ok. Donc, tu vois, enfin, Et Elon Musk a dit il y a pas longtemps, hey, calmez-vous sur les ratios, les spreadsheets, faites du produit, les gars, tu vois. ouais, j'ai le sentiment de passer finalement beaucoup de temps là-dessus et pas assez justement sur ces principes que tu évoques là, qui sont pas faciles à appréhender parce que tu prends ce que tu viens de dire, tu te replaces dans une PME et tu te dis ouais mais moi je fais pas des fusées, je vais pas sur Mars, je vends du café, je vends des Mais machines-outils, totem, je vends des trucs comme ça pourquoi les et mecs tu de dis waouh, Polytechnique vont faire des cacahuètes? ouais, 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 on est en plein dedans. On est en plein dedans. Tu Tout dis, à ouais, l'heure, c'est tu me pas dis je veux une. pas faire de first principle, mais ton offre avec les trois C'est lettres là, rien. que je mets jamais dans le bon ordre. OCR, non, OCS, OCS, OCS. OCS. Je sais pas ce que c'est, j'ai toujours pas compris. Je vais pas chercher non Office plus. Coffee Services. Voilà, bon, totem quoi. Et tu vois la différence entre une marque et un acronyme au passage. OCS, c'est un acronyme utilisé dans la profession pour désigner le système Hey, de mais café dans les entreprises, machin. j'ai bien Oui, compris. non, Donc tu d'accord. vois la différence avec une marque. Donc Ouais, regarde, à un moment tu te dis bah ouais, mais en entreprise il faut manger et mettre de l'alimentation dans la bouche. L'alimentation c'est plaisir, ça a un coût et après t'es plus ou moins bien selon ce que t'as bouffé. Et puis sur le long terme c'est plus ou moins bon pour ta santé. Et puis l'expérience de prendre le truc de là où il est rangé jusqu'à ta bouche peut être A, B, C ou D. La cantine, le mhm. distributeur Selecta et tout ce qui va au milieu. Et puis Geneviève qui amène des Tupperware pour tout le monde. J'en sais rien. Ça, c'est du principe premier, quelque part. Tu repars de zéro. J'ai un besoin humain qui est de manger. Puis tu peux même jeûner, après tout, pourquoi pas. Il y a des gens qui jeûnent le midi et il paraît que ça donne du focus. Hmm. Ouais, Job je to be confirme. done. Plein de jobs to be done, enfin Ah un job oui, to non, be mais done, plein de solutions possibles et déterminées. Et
que va te dire une entreprise? Ça n'a jamais été fait, ça n'est pas possible, c'est trop cher, c'est trop compliqué, c'est pas la peine, personne n'en veut, etc., etc. Et puis après, tu as des mecs qui ont fait Ou- Polytechnique et qui ont dit je vais vendre des cacahuètes, mais ils n'auraient fait pas Polytechnique, c'était pareil, ils n'auraient pas le bac, Ouais, non. c'était pareil. Ah, oui, non, ça on s'en fout. Ils auraient vendu des cacahuètes s'ils avaient imaginé que. Ils auraient fait autrement, ils auraient embauché des Ah oui, oui, non, polytechniciens qui en avaient marre mais de faire de l'audit, enfin peu importe. À un c'est moment, le les mecs se classique sont chez dit. certains clients, c'est de dire ah tu veux pas le faire, c'est pas grave, en side je vais le faire. Hmm. Dis t'es sérieux? Bah tu sais, là j'ai eu encore la réponse. Hein. Je fais vous savez moi j'ai pas de gosse, hein, donc le samedi et le dimanche j'ai du temps libre, donc je vais le faire le week-end. Et là on te dit ouais, attends, tu vas consacrer de l'énergie et du temps sur ce sujet-là? Ouais, carrément. Et ça oblige à bouleverser un peu, à secouer un peu les puces des individus. Mais c'est vrai que ce benchmark, c'est vraiment une arme à double tranchant. Et c'est vraiment. Enfin, Mais les deux tranchants sont vers toi. je trouve, ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de toxique dans la façon dont c'est utilisé dans les entreprises, parce que c'est pas toutes, mais certaines l'utilisent soit pour se rassurer en disant ça a déjà été fait, très bien fait, on va pas le faire, soit c'est impossible ou c'est pas utile ou je sais pas quoi. Et à la fin, on est sur quelque chose qui n'est pas du tout utilisé. C'est un bon outil qui est mal utilisé, Je sais pas alors que si c'est un bon outil. finalement, c'est un outil. Quand il te permet de te poser des questions, d'ouvrir la conversation, d'évaluer les possibilités ou les alternatives et de prendre une décision. En fait, ça peut être enfin. Mais oui, mais c'est toujours pareil. Est-ce que tu te dis, ok, quel genre de décision tu veux prendre? Tu veux aller là où il y a personne, donc tu vas benchmarker, tu vas dire, ok, personne ne le fait, j'y vais. Ou alors tu veux aller là où les autres sont pas si forts que ça, mais quand même. Ou alors tu veux te rassurer en te disant les autres le font déjà donc il y a de l'argent à prendre et ton benchmark te sert à ça et t'y vas, tu vois. Mais Ouais, souvent tu fais ton benchmark sans même savoir quelle va être ta logique de décision. Donc tu fais pas ton expérience, tu fais pas ton hypothèse, tu dis pas si je trouve ça avec mon benchmark alors ça veut dire que la situation est celle-là et que quand la c'est situation est ça, celle-là voilà le c'est genre de ça. décision que je vais prendre. Et après tu C'est vérifies et tu confirmes, infirmes. voilà Mais non, tu fais ton benchmark tout court et après tu regardes et tu fais ah ouais bah du coup ils y sont, eux ils sont nuls alors j'y vais parce qu'ils sont nuls ou alors en fait comme ils sont nuls ça veut dire que c'est même pas la peine du coup j'y vais pas et tu sais toujours pas. c'est exactement ça. Et alors quand même le summum de ce truc-là, c'est de recruter des consultants pour faire des benchmarks. Ah bah Là, oui, ouais, non, mais là, c'est double peine. faites-le, faites-le. Là, Il c'est faut qu'on mange. je fais le benchmark. Non, c'est ouais, mais non. En fait, non, c'est je fais le benchmark, d'accord. Et en plus, je recrute quelqu'un pour commenter le benchmark et me faire des slides sur le benchmark. Et à la fin, je peux dire de toute façon, le consultant était pas bon ou de toute façon, vu le Parce prix qu'après qu'on l'a payé, il avait raison. il va te dire de commander 3 autres benchmarks pour Il compléter va le te dire, panorama. mais tu vois, non, mais c'est ça. Putain, hier, on m'a dit que je faisais du PME bashing, mais non, je persiste, je signe, je kiffe. Ah, Non, je kiffe les PME, je suis bien dans les PME. Simplement, il y a des, pardon, hein, il y a des mauvaises habitudes qui ont été prises dans les PME. Et quand tu non, mais leur c'est pas emmènes des des mauvaises logiques, habitudes, c'est pas des mauvaises habitudes, c'est 20 ans de retard, donc c'est aucune nouvelle habitude pour le monde je sais, d'aujourd'hui et de demain qui est en place. écoute, hier, j'étais troublé, Philippe, parce que j'ai participé au club du marketing émotionnel de Patrice Lobignat. Et enfin, j'ai eu quand même consensus sur des individus qui disaient oui, en France, on n'a pas de culture du marketing, on est vraiment très, très en retard sur le sujet. Mhm. Et ces notions d'usage des outils, des benchmarks ou autres, forcément qu'il y a une espèce de choc des cultures quand tu as une startup qui arrive avec Principe Premier ou Excelsior et toi, tu arrives avec du benchmark. Et finalement, on se posait la question, on me disait, ouais, mais toi, José Lito, en tant que consultant dans une PME, ce que tu fais, ça marche. Et je dis, bah, oui, parce que finalement, j'arrive, alors c'est schizophrène et T'as pas le choix. mentalement, je Si tu souffre. veux être en Non, mais, PME, t'es obligé d'être bah ouais, schizophrène. bah ouais, parce que j'arrive avec ces conversations qu'on a tous les deux, où tu me dis, tiens, il y a le Principe Premier, il y a Excelsior, il y a machin, je prends, je digère, je tourne, et j'arrive dans une PME où on me dit, bon, alors on fait un benchmark, et je leur dis, non, venez, Excelsior, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, déjà, on va mettre de la data, on va bien la calibrer, on va affûter, on va regarder ce que ça donne, et puis toutes les semaines, et puis on va faire des sprints, et on va faire ci, on va faire ça. Start with Et, human.
et il y a une espèce, et Start With Human, on est quand même arrivé en disant, bon, mais c'est quoi le café? C'est la drogue du travailleur. Et je n'arrête pas de poser des questions à des individus en disant, mon dentiste la semaine dernière, la gueule ouverte, et où le café, c'est pourquoi? Ah ben moi, si j'ai pas 2 cafés dans la gueule, je démarre pas. Dixit, mon dentiste. Tu dis, ok, c'est bien la drogue du travailleur. Les gars, Tremble pas trop avec la roulette là? Parce que la non, caféine. ça va, ils s'en sortent plutôt bien. Bon, ben, si tu pars du principe que le café, c'est la drogue du travailleur, à partir de là, tu te dis, ok, ça part de là. Enfin, finalement, c'est une forme de principe premier, si je comprends bien ce que tu dis. Ok, Ça, c'est un job to be done. job to be done. Ok, je pars de là et je construis quelque chose. Et j'arrive à un stade où je me dis, je regarde un petit peu. Alors finalement, je vais benchmarker, mais pour m'inspirer, mais plus pour m'inspirer en disant, tiens, ah, mais en fait, ce truc-là me plaît, je le trouve malin, je le prends, ça, je le prends, ça, je le prends, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas. Mais je peux m'en passer. À ce stade, j'en ai même plus besoin. Je me dis, j'ai un job to be done, Ouais, c'est je plus me une fixe technique un de objectif. créativité après. Ben, en fait, ouais, pour moi, le benchmark, je l'attrape, et là, quand on a fait le compétitif, c'était rigolo, ce compétitive landscape qui est quand même, c'est un Google Sheet. Le truc, il n'est même pas mis en forme avec un petit podium, Ouais, premier, deuxième, en on s'en théorie, fout. on fait un diaporama. Alors maintenant, si vous voulez l'acheter, il y a un lien et il y a un diaporama. On a monté les prix. J'ai trouvé ça super parce que ça m'a permis d'être créatif, ça m'a donné des idées, ça m'a permis de dire qui je suis pas. Entre-temps, j'en ai trouvé plein d'autres et je me dis, ah, mais en fait, là aussi, c'est pas un event, c'est un process. Un competitive landscape, ça devrait être fait en continu ou au moins on devrait le mettre à jour tous les 90 jours et travailler autour. Tranquille. Non, c'est too much. Ça sert à Il rien. faut... Après, t'es obsédé par tes concurrents. Fais tes Alors scorecards à toi. après, Non, non, non. Je suis pas. Pour le coup, il y a bien un truc qui doit pas être un process, je pense, c'est ça, c'est le benchmark. d'accord. Benchmark Donc is an toi, event, tu not a dis, process. d'accord, ok, reste là-dessus. Alors, on dit que le benchmark, mais dans ces cas-là, à quoi ça me sert finalement? C'est une technique de créativité. Ok, c'est une technique de Et alors, créativité. si y a un truc en Ça me va benchmark en bien. process, c'est quand tu fais du SEO de façon très granulaire, tu veux voir les pages qui rankent sur certains mots-clés, tu veux savoir si toi, avec ton domaine authority que tu as aujourd'hui et d'autres métriques SEO, tu as moyen de ranker ou pas sur ce mot-clé. Et donc, pour faire ta priorisation impact-effort, tu as besoin de jauger l'effort. Pour jauger l'effort sur un marché qui est concurrentiel, quand tu es en compétition directe, c'est le cas quand tu achètes des mots-clés, enfin quand tu références sur des mots-clés en naturel. Dans des cas comme celui-là, c'est compétitif, c'est concurrentiel, donc tu as besoin de savoir où se place le marché aujourd'hui, où est la barre. Tu veux pas sauter et tu veux pas mettre tout ton effort dans ce saut si tu penses que la barre est pas à ta portée, tu vas aller faire autre chose, donc tu vas prioriser différemment. Donc oui, c'est utile, c'est très actionnable dans des cas comme celui-là, extrêmement opérationnel. Au niveau stratégique, c'est plus une technique de créativité qu'autre chose, ou alors pour vraiment avoir ce côté paysage, c'est-à-dire une cartographie de la valeur existante, Ouais. mais c'est plus du benchmark en tant que tel, c'est de la cartographie de la valeur, des chaînes de valeur du marché, où tu peux commencer à voir où sont les trous, quel est le mouvement général et dans quel sens ça va, quoi. Restons là-dessus. Ça me va très bien. Bien cool comme truc. Le benchmark est un outil de créativité. On va proposer ça à notre ami Stéphane Callot. Pas Le que, hein, mais dans le benchmark cas est où un... pas que. toi tu l'as utilisé comme ça, et je trouve que c'est pas mal la façon dont tu l'as utilisé là comme outil de créativité. Ouais, donc si vous voulez utiliser un benchmark comme outil de créativité, ça s'appelle Competitive Landscape. Welcome, venez, Alors on en parle, vous allez voir. celui-là est plus opérationnel, le Competitive Landscape Audit, il est vraiment orienté SEO, SIA, réseaux Ouais, sociaux, et c'est ouais, plus où se situe la barre aujourd'hui, et c'est plus un outil de stratégie, c'est-à-dire est-ce que j'alloue des ressources sur tel ou tel effort, étant donné mon niveau de maturité actuel versus le niveau de maturité des concurrents, non pas de vos concurrents que vous connaissez, mais des concurrents qui sont, comment dire, vos concurrents. En l'occurrence sur Google, mais pas que, vos concurrents sur ces canaux-là, et qui sont pas forcément des concurrents commerciaux pour vous. Je peux être en concurrence avec Wikipédia, TripAdvisor, pourtant on vend pas du tout la même chose. ouais, Malgré tout, c'est ouais. eux qui chopent les premières places, et le trafic que moi je voudrais, c'est eux qui le chopent. Top. Merci beaucoup, Philippe. Très intéressant, super cool. Tu m'as bien remotivé pour cette semaine. Bon, bah, à la semaine prochaine, hein. Je ne sais pas de quoi on va parler encore, à quoi ça va ressembler, On mais parlera de ce que tu auras foutu cette semaine. eh ben, c'est parti. À la Allez, semaine j'y prochaine, retourne. salut. Ciao.